c'est la 4e table ronde. On va parler de la participation du public. Alors, on a déjà parlé ce soir de la mobilisation citoyenne pour le climat, notamment de la façon dont elle a pu porter, accompagner des décisions de justice. Il y a eu les 2,3 millions de signataires de la pétition L'affaire du siècle. Mais au-delà de ces questions de contentieux, la participation du public est un aspect majeur du droit de l'environnement. Alors, on peut penser bien sûr à la Convention citoyenne pour le climat. Ces 150 citoyens tirés au sort qui ont remis en juin dernier leurs propositions. Mais moins connu, il y a aussi le droit de toute personne, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il y a aussi le droit d'être informé des projets de décision publique qui ont une incidence sur l'environnement et le droit enfin de formuler des observations. Alors tout ça, vous l'ignoriez peut-être, mais ça figure dans le Code de l'environnement. Comment ça s'organise concrètement? Quel poids réel pèse ce droit à la participation du public dans la décision finale? Alors pour en parler, j'accueille Béatrice Parence. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Jean Grosset, bonsoir. Vous êtes ancien questeur du Conseil économique, social et environnemental, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Edmond Honorat, bonsoir. Bonsoir. Président de la section des travaux publics du Conseil d'État. Alors, on m'a dit, quand vous préparez cette table ronde, parce que moi je m'étonnais, je n'étais pas forcément au courant de cette présence dans la loi de l'obligation de la participation du public, que c'était très ancien, que finalement, ça fait longtemps qu'on convie le public dans ces décisions qui pèsent sur notre avenir environnemental. C'est le cas, Béatrice Parence, ça vient de loin, cette participation du public, cette présence du public? Alors, les premières traces du droit à la participation du public, on peut les trouver dès la Convention de Stockholm 1972, où cette association du public aux décisions est évoquée. Mais sinon, on la retrouve de manière un peu plus concrète dans la fameuse déclaration de Rio de 1992. Et puis ensuite, ce droit a intégré le droit français à travers la loi Barnier de 1995 pour le renforcement de la protection de l'environnement. Et puis, bien entendu, l'article 7 de la Charte de 2004 qui vient parler de ce droit. Et à l'échelle internationale, il y a la fameuse Convention d'Aarhus qui est venue poser les 3 piliers qui sont d'une part le droit à l'information, être informé notamment sur l'état de l'environnement qui nous entoure, le droit à la participation du public et puis le droit d'accéder au juge. Et ce droit d'accéder au juge, c'est sans doute un droit extrêmement important. On l'a vu dans les tables rondes précédentes. Ce droit d'accéder au juge, il soulève notamment la question de l'intérêt à agir. Est-ce que la commune de Grande-Synthe était légitime à se porter devant le Conseil d'État pour faire valoir le fait que le gouvernement n'était pas assez ambitieux sur sa politique climatique? Et donc ça pose la question de la légitimité des acteurs qui peuvent se présenter devant le juge. Et à cet égard, même si ce n'est pas le sujet de la table ronde, sans doute qu'il est important de rappeler que la nature n'a pas la personnalité juridique et que le droit d'accéder au juge est sûrement quelque chose de très important pour la question environnementale et que d'autres droits ont fait des choix différents et ont fait le choix de donner la personnalité juridique à la nature pour essayer de lui permettre d'accéder plus facilement au prétoire. Et il y a beaucoup de réflexions à l'heure actuelle en droit français et dans des droits étrangers sur ce sujet. Le droit à la participation du public... C'est quelque chose qui a été influencé par ce qui se faisait à l'étranger? La France a intégré des... Pour l'instant, la France ne l'a pas intégré, mais par exemple, il existe une réflexion très forte. Il y a un Parlement de la Loire qui essaie de promouvoir l'idée qu'on reconnaisse la nature juridique au fleuve. Et à l'étranger, ça s'est fait soit à travers des lois, soit parfois c'est le juge. Par exemple, en Inde, c'est le juge qui a pris sur ses épaules de donner la personnalité juridique au Gange. C'est une voie qui est discutable. Moi, je ne suis pas forcément convaincue que ce soit la meilleure voie, mais c'est une voie sur laquelle il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle. Alors, la participation du public, c'est quelque chose d'un peu plus précis qui signifie que les citoyens ou les parties prenantes, de manière plus générale, vont pouvoir être associées
à l'élaboration des décisions publiques, que ce soit des décrets, que ce soit des lois, ou que ce soit des actes beaucoup plus, à un périmètre beaucoup plus circonscrit, comme par exemple dans le droit des enquêtes publiques, où on va interroger les gens sur la réception de ces projets dans leur environnement. Jean Grosset, est-ce que vous qui avez donc, été membre de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, est-ce qu'effectivement, est-ce que déjà le public connaît ces droits-là et est-ce qu'il y a un intérêt croissant du public pour s'intéresser, pour faire partie de la décision publique finalement? Parce que c'est ça dont il s'agit. Merci. Donc le public connaît peu, c'est une minorité pour l'instant qui participe, même s'il y a un appétit de plus en plus important à cette forme de participation. Je vais prendre 3 exemples importants, actuels. Nous avons vu le grand débat, démocratie délibérative, participatif, par contre, 2 millions de personnes. Conclusion qui a été faite dans une restitution qui avait lieu au Grand Palais. Mes conclusions, j'allais dire, un point a été fait, ça c'est fini. Démocratie délibérative, convention citoyenne, 150 personnes tirées au sort, très attachées au travail. Le président de la République trouve cette formule que nous avons considérée comme hasardeuse. Je reprendrai sans filtre. Enfin, il y a aujourd'hui une participation citoyenne autour de l'Europe qui retrouve les mêmes questions et les mêmes difficultés. Moi, je suis assez convaincu de cette participation citoyenne. D'ailleurs, il y a une loi organique qui réformait le Conseil économique, social et environnemental et qui permettait d'accrocher la participation citoyenne. Mais il faut qu'on trouve un statut si on veut que ça intéresse les gens. C'est-à-dire que les jurés d'assises, ça fait partie de la justice. Est-ce que la démocratie participative ou délibérative fait partie de la démocratie? Si on ne traite pas ce problème, on fabrique des mécontents, on fabrique des gens qui, un jour sont consultés, le lendemain ne le sont pas. La conclusion de la participation de la Convention citoyenne qui a formulé des choses très intéressantes. Moi, j'ai eu des femmes et des hommes extrêmement studieux, travailler pendant 18 mois malgré, mais la conclusion. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Quelle forme institutionnelle on donne? C'est-à-dire c'est un respect pour les gens que l'on consulte. Et ça, c'est une vraie question. Oui, parce que consulter pour consulter, c'est pire. Bien sûr, la démocratie, c'est quand même le peuple, mais quand même le pouvoir. Donc il ne s'agit pas, et surtout, il faut faire très attention, parce que si on ne travaille pas cette question, les formes de démocratie participative vont s'opposer aux formes représentatives. D'ailleurs, il y a des tenants de conventions citoyennes opposés aux corps intermédiaires ou aux élus. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est une façon de vraiment déboucher, parce qu'on a l'impression, quand on voit, à juste titre, ce que vous disiez précédemment, c'est ancien. Même les associations ont fait des conférences de consensus. Il y a tas de choses qui ont été faites. Mais la vraie question, c'est ancien, mais si on veut que ça fasse partie de la démocratie, avec un vrai sujet, tout le monde se dit, mais ça percute y compris la démocratie sociale. C'est-à-dire, tout le monde reconnaît, on ne peut pas consulter les gens tous les 5 ans. Mais c'est aussi vieux que la démocratie. Tirage au sort, c'est pas nouveau. C'est aussi vieux que la démocratie. Tout le monde réfléchit à ces questions. Là, je pense qu'il y a des besoins de codification. Ça ne veut pas dire qu'on l'emprisonne. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de réfléchir et de parler. Ça veut dire simplement qu'on lui donne un plein essor. Donc voilà où nous en sommes. Et je pense que c'est très intéressant. Ces sujets sont devant nous. Parce que je pense que c'est parti quand même, malgré tout. Il y a des tas de pays, le Chili fait une expérience extrêmement intéressante en ce moment, tas de pays qui font ça, mais je pense qu'en France, on a besoin de ça, besoin de codification. On est redevable de quoi? Ça ne veut pas dire que les citoyens décident et se foutent des élus. Ça ne veut pas dire... D'ailleurs, tout le monde est citoyen, même les élus d'ailleurs. Ce terme lui-même est à réfléchir. On a eu des débats sans fin, Conseil économique, social et environnemental, sur « nous sommes tous des citoyens ». Voilà, donc c'est absurde. Mais cela étant, il y a un vrai besoin, si on veut élargir, il y a un vrai besoin de donner une forme institutionnelle pour en clair, on ne se moque pas des gens, quoi. On les consulte, ils travaillent, on leur répond comment? Quelle redevabilité on a? Et ça doit être codifié. Si ce n'est pas codifié, les expériences sont les plus diverses. Ça nécessite aussi neutralité, protection, indépendance, objectivité. Il y a tout un tas de questions pour éviter que des regroupements de citoyens soient manipulés par n'importe quel expert. Edmond Honora, dans la loi actuellement, quelle forme prend cette participation du public au processus de décision? Il y a plusieurs étapes. Hein. On a parlé d'enquête publique, débat public. Est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu ça pour nous? Ce que vient d'aborder M. Grosset, ce sont au fond les formes un peu nouvelles que connaît notamment le Conseil économique et social et environnemental. C'est les conventions citoyennes, donc la Convention citoyenne sur le climat,
les groupes de citoyens qui sont tirés au sort, mais le droit a quand même structuré le principe de participation du public depuis longtemps. Alors, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est l'enquête publique, qui est une enquête publique qui existe depuis très longtemps et puis qui est devenue un lieu d'expression très important pour la protection de l'environnement depuis 1983 avec la loi Bouchardot. Mais progressivement, on a, je dirais, développé toute une série de modes d'association du public de manière à légitimer les décisions qui sont prises par les autorités publiques et qui ont un impact sur l'environnement. Il s'agit donc d'un aspect effectivement démocratique pour permettre aux citoyens donc de s'approprier les décisions, mais aussi de mieux à la fois les asseoir et les légitimer. Et je rappelle que dans le principe de participation tel qu'il est exprimé à la fois désormais dans la Constitution et puis dans le Code de l'environnement, il y a l'idée qu'il faut informer le mieux possible les citoyens pour qu'ils puissent avoir des prises de position, des expressions qui soient éclairées. Et ensuite, c'est un des aspects peut-être qui est le plus controversé, sur lequel il faut peut-être progresser, c'est la prise en compte de toutes ces observations qui sont formulées. Parce une fois qu'on a parlé. Comme on a dit, consulter pour consulter, ça ne conduit pas à grand-chose. Alors, les formes, en réalité, elles sont assez diversifiées. Il y a des choses qui se passent en amont des processus, c'est notamment le débat public qui peut être organisé par la Commission nationale du débat public pour les projets les plus importants. C'est une forme un peu atténuée, on voit bien le sens qu'on veut donner avec les concertations préalables, qui peuvent être organisées d'ailleurs à l'initiative de la Commission elle-même, mais aussi à l'initiative des porteurs en réalité de projets ou ce qu'on appelle les plans et programmes, donc qui permettent d'associer. Il y a même un mécanisme qui est peu utilisé, mais qui l'est parfois, qui n'est pas sans rappeler les divorces, puisqu'on parle de conciliation. Il s'agit de rapprocher des points de vue avec des conditions procédurales qui sont peut-être à l'heure actuelle un petit peu trop strictes. Et puis ensuite, on en vient aux dispositifs qui vont se situer une fois le projet au fond déposé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une demande d'autorisation pour le projet. Et là, on va se retrouver avec un processus d'enquête d'évaluation environnementale et puis ensuite essentiellement d'enquête publique avec un dossier qui est le plus complet possible, notamment sur les éléments environnementaux. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'autrefois on avait je dirais l'enquête publique classique avec soit le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête avec les registres sur lesquels on allait après une publicité. Et désormais, tout ceci est en train de passer aussi par la voie électronique. Internet. On essaie de permettre aux citoyens d'accéder, il faut d'abord les en informer, mais d'accéder le plus possible à l'ensemble des pièces du dossier, puisque tout ceci doit être mis en ligne pour leur permettre de faire valoir leur point de vue. Et alors, il y a un dernier point qu'on connaît moins, mais enfin que connaissent ceux qui pratiquent le droit de l'environnement, c'est qu'il y a effectivement une procédure de participation du public pour tous par exemple les textes réglementaires, les décrets, et les décrets aussi qui approuvent effectivement les projets les plus importants. Donc on peut sur, je dirais, tout règlement qui est susceptible d'avoir une influence dite directe et significative sur l'environnement, de faire valoir les observations. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, puisque je représente la partie consultative du Conseil d'État, nous prêtons, nous, lorsque les textes arrivent, je dirais, devant nous, c'est-à-dire quasiment en bout de course, un grand intérêt à tout ce qui a pu être dit. Nous avons l'ensemble, je dirais, des pièces, soit de l'enquête publique, soit les observations qui ont été formulées avec une synthèse. Il y a tout un processus qui, justement, lorsqu'il y a une consultation sur les textes, le gouvernement doit en faire une synthèse, doit prendre un temps de réflexion. Et nous regardons tout cela de très près. Et le gouvernement, d'ailleurs, lui-même,
se sert. Là aussi, on a parfois une image un petit peu fausse du travail gouvernemental. En réalité, dans tous ces processus, on tire quand même un certain nombre de conséquences. Ce ne sont pas forcément les conséquences que souhaitent les protecteurs de l'environnement ou telle partie du public, mais les projets quand même évoluent et on sait que mener un gros projet, c'est quelque chose qui prend du temps qui prend des années. Vous vouliez rajouter quelque chose Oui, la transparence. Je crois que sur ce sujet, il y a la question de l'effectivité de ce droit. Quelle est l'effectivité de cette participation du public? C'est un droit qui est relativement technique, difficile à saisir, même pour les juristes. Effectivement, la notion de décision et un incident sur l'environnement est une notion qui connaît une jurisprudence un peu contrastée. Et donc, parfois, le justiciable peut avoir des difficultés à se saisir du sujet, alors même que c'est un droit, je crois, de plus en plus majeur, puisque on perçoit bien, et notamment de la part des acteurs économiques, que la question de l'acceptabilité sociale du projet devient cruciale et qu'aujourd'hui, dès lors que la participation du public serait malmenée et qu'on n'aurait pas pris garde à informer suffisamment et à faire naître une forme de consentement de la part du public qui va recevoir le projet, ça peut être très dangereux de se lancer dans un projet. On voit bien qu'il y a certains grands projets qui ont échoué très récemment. Il y a eu des revers de décisions sur les projets. Donc je crois que cette notion d'effectivité est très importante. C'est difficile parce qu'il faut trouver un équilibre entre une certaine complexité du droit qui est nécessaire et en même temps une certaine simplicité qui serait nécessaire pour vraiment parvenir à toucher le public et être attentif à cette question de l'acceptabilité sociale des projets. Après ça, si on revient sur la participation du public, sur les textes eux-mêmes, que ce soit la loi ou que ce soit le décret, la consultation publique qui est faite, par exemple, des décrets, il semblerait quand même que ce soit souvent des personnes très intéressées qui répondent. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de réponses de la part d'associations de protection de l'environnement qui sont très intéressées sur les sujets en question. On va avoir aussi des réponses de la part des lobbies professionnels. On ne va pas vraiment réussir à toucher. Ce n'est pas forcément le grand public qui va être touché. Alors c'est vrai que le droit de l'environnement a cette particularité que tout à la fois il est mené et structuré par des très grands principes et en même temps il est fait d'une grande technicité, notamment en raison de ses rapports avec la science. Donc parfois pour le public ça va être difficile de le saisir et donc on peut avoir effectivement le sentiment que ce n'est pas pour eux. Il n'y a que des personnes très concernées qui vont se prononcer sur le sujet. Ou l'impression que tout est joué d'avance, ça c'est j'imagine quelque chose aussi... Oui, ou alors si effectivement après on peut se demander, bon ça on peut toujours se poser la question, mais déjà les personnes qui vont se prononcer sur les projets en général sont quand même des personnes qui sont relativement ou concernées en tout cas par les sujets. Si on revient sur la question de l'élaboration de la loi, alors là on a beaucoup parlé de la Convention climat avec évidemment tous les déboires que certains ont pu constater. Il y avait eu d'autres formes d'association du public à la constitution de la norme. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Delphine Edari, qui est membre de cette maison, conseillère d'État, et qui a été très associée à la préparation de la Charte de l'environnement, à la modernisation du droit de l'environnement, et puis là, à la Convention climat. Et c'est vrai qu'en fait, on voit qu'il y a une évolution très forte des processus, que ce soit sur la question de la gouvernance du processus lui-même, du choix des personnes qui vont participer. Dans le Grenelle, les parties prenantes étaient toutes présentes autour de la table pour participer. Là, en termes de légitimité, on peut s'interroger sur ce choix de 150 citoyens tirés au hasard, alors qui ensuite ont manifesté un intérêt pour l'environnement, mais c'est vrai que cela interroge. Et puis ensuite, ce qui était souligné par Jean Grosset, qui est la façon dont les propositions vont être reçues dans la norme. On a besoin en quelque sorte d'un médiateur et on voit bien qu'ici sur la Convention climat c'est là que tout s'est mal joué entre guillemets, mais entre les propositions qui ressortent du débat public et puis la façon dont ces propositions vont être intégrées dans la norme, c'est sans doute là qu'il y aurait un besoin de structuration un peu plus fort que ce qui a été fait jusqu'à présent.
Jean Grosset, et puis on terminera cette table ronde avec vous. On est déjà au bout de notre temps. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant sur l'effectivité du droit. Simplement, M. Honora, à juste titre, rappelle l'historique, tout ce qui s'est fait. Et on peut se dire, oui, ça fonctionne, quoi. La participation existe, ça rentre dans les mœurs, on peut dire tout ça. Il y a un gros souci quand même, vous venez d'aborder à l'instant. Il faut regarder de façon très critique ce qui se passe. Moi, je pense que ça ne marche pas bien. Clairement, ça ne marche pas bien. Et on est ici dans la nuit du droit, dans un organisme qui rend le droit. Il faut s'interroger sur le droit. Parce que là, on a eu sur l'environnement, mais on peut l'avoir sur d'autres sujets. D'ailleurs, en Irlande, c'était sur d'autres choses. Donc, il faut réfléchir à ça. Il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut faire. Par exemple, le collectif citoyen du CESE sur la vaccination n'était pas adapté, par exemple, n'était pas adapté. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde réellement, puisqu'on propose d'associer des gens, il faut réellement qu'on regarde, y compris leur statut. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à considérer le débat de la Révolution française sur les jurés d'assises remarquable. Mais j'ai plutôt tendance à penser, il faut quand même qu'on réfléchisse à ça. Sinon, il y a le petit bain de la participation citoyenne, puis il y a le grand bain de la constitution des institutions. Et on fabrique des mécontents. Donc il y a eu des progrès, ça rentre, mais vous avez y compris un débat qui traverse le pays, de gens qui sont totalement hostiles à la participation citoyenne. Totalement. D'autres qui sont favorables à la participation citoyenne pour l'opposer aux institutions de la République et à la démocratie représentative et aux corps intermédiaires. Donc il faut trouver un équilibre, sinon ça va chaoter, parce que je comprends que des gens aient dit, sans filtre, pourquoi? Il y avait un tel vide qu'il fallait bien, quand on réunissait des citoyens, leur dire ce que vous dites va servir à quelque chose. Et les problèmes ont commencé. Donc je pense qu'il y a un vide, c'est la nuit du droit, il faut essayer de réflexier à ça pour essayer de remplir ce vide. On a la nuit pour réfléchir. Non, parce que sinon, si vous voulez, on fait ça va bien, non, ça ne passe pas comme ça. Il n'y a pas de la participation où tout le monde s'entend bien, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Merci beaucoup Jean Grosset, Béatrice Parence, Edmond Honora, merci beaucoup à tous les trois. Voilà, on peut vous applaudir. Vous pouvez rester pour l'instant. Alors, on a vu que l'engagement pour la cause écologiste n'attendait pas le nombre des années avec nos petits écoliers, puis lycéens, puis Camille Etienne. Alors, pour autant, l'action n'est pas le privilège de la jeunesse. Un de nos plus grands écrivains, le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio, a publié, c'était en mai dernier, une très belle tribune dans Le Monde intitulée « Un très lent déluge ». Et je vous propose de l'écouter, d'en écouter en tout cas quelques extraits, par la voix de l'écrivain académicien Éric Orsena. C'est à vous. Du 1er au 12 novembre, lors de la 26e conférence sur le climat en Écosse, on parlera du réchauffement climatique. On parlera de la menace de la montée des eaux dans l'océan, on parlera de la conséquence dramatique que cela causera aux populations pélagiques à travers le monde, on en parlera avec conviction, avec élan, on en parlera pour l'avenir, pour la décennie à venir, peut-être pour la fin de ce siècle. Il existe un peuple pour qui cette catastrophe a déjà commencé. Les Indiens Kuna de l'archipel de San Blas, sur la côte atlantique du Panama. À l'heure où nous parlons, les Kunas sont contraints de fuir leurs îles où ils sont établis depuis toujours à cause de l'envahissement par la mer. Ce n'est pas un cyclone, ni même une tempête tropicale, c'est une montée lente, progressive, une crue tranquille et d'autant plus effrayante. Jour après jour, la mer entre dans les villages, envahit les rues, noie les cours et l'intérieur des maisons. Les habitants doivent partir, échapper à la mer. Il faut monter dans les pirogues, embarquer tout ce qu'on peut, les vivres, les biens personnels, les animaux d'élevage, les chiens et partir. Partir? Mais pour où? Le monde des Kunas, c'est le Kunayala, un long chapelet d'îles où ils se sont installés il y a des millénaires. Dans les années 1920, les Kunas ont été les premiers autochtones à proclamer leur indépendance. Ils ont combattu les armes à la main pour fonder la République de Tilé, une fédération de familles possédant chacune son conseil politique, moral et religieux, pratiquant un chamanisme original, uni par la même langue, le Tulé-Kaya. Pourquoi cela m'importe?
On pourrait parler de paradis sur terre, d'évaluer la culture de Thulé, la réduire aux images touristiques, ces plages blanches, ces palmes pliées dans le vent, cette mer d'un bleu d'émeraude et ces femmes très libres d'une étonnante beauté, vêtues de chemises en tissu de couleurs découpées, connues dans le monde entier sous le nom de mollasses. Cette beauté est vraie, mais la vie sur l'archipel est aussi une vie difficile au jour le jour, dans laquelle il faut se prémunir contre la disette et contre les maladies et récolter le copra. C'est tout cela que la montée des océans est en train de détruire. Non pas dans 10 ans, dans 20 ans, mais maintenant. Est-il trop tard? Le pire serait l'indifférence à laquelle, malheureusement, nous sommes accoutumés dans les pays les plus riches. Ces pays riches et pollueurs auront-ils cette fois une pensée pour le peuple de Thulé, cette poignée de gens merveilleux et sans importance accrochés à leurs îlots oubliés, ce petit peuple courageux qui a su faire de cette terre un lieu de civilisation et de paix? Ces pays riches auront-ils devant les yeux, au moment de décider des lois qui vont régir l'avenir de la planète, l'image de ces hommes et de ces femmes qui sont montés dans leur pirogue pour fuir sans espoir de retour l'arrivée du très lent déluge? Pourquoi cela m'importe que le peuple de Thulé soit obligé d'abandonner ses îles et de se réfugier dans un autre monde, de l'autre côté, dans les collines de la terre ferme? Cela m'importe au moment où j'apprends cet exil et le départ des Indiens des îles où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont appris leur vie amphibie, depuis leur âge le plus tendre, à nager dans la mer avant même de savoir marcher sur le sable des plages, à apprendre la vie non dans les livres mais en chevauchant les pirogues, à glisser sur la vague, à remonter le vent à la force des bras, à rapporter l'eau dans des bidons de fer, à collecter les baies de la forêt dans leurs filets, à emmagasiner les régimes de plantains au fond des bateaux et à écoper avec une moitié de coco. Cela m'importe parce que j'ai été avec eux le temps d'une vacance, avec ma fille âgée de 10 ans. Ensemble, nous avons nagé dans l'eau transparente du lagon et la houle du large se brisait en faisant des nuages d'embrun. C'était un monde à part, non pas protégé, comme on pourrait le dire, d'un trésor, mais suspendu, dansant, léger, au-dessus du bois du reste de l'univers. J'ai marché alors en long et en large à Mulatupo parce que l'île n'est qu'une seule ville. J'ai parlé aux gens, aux vieux, aux enfants. Il y avait alors la menace de la mer, mais elle semblait lointaine, irréalisable, un souvenir d'un rêve, une ombre sur la terre. Ce sont ces jours qui m'ont manqué, et c'est pourquoi ils m'importent. Comme me manquent les pêcheurs debout dans leurs pirogues, à l'étrave relevée, pareil à des dracars, ces mêmes pirogues qui aujourd'hui emmènent le peuple de Thulé vers son avenir incertain. Si dans l'épreuve qui nous frappe tous aujourd'hui, cette pandémie du Covid-19, nous n'arrivons pas à comprendre cette chose très simple que l'Indien Lumi Sealt avait énoncée dans son discours en 1854, que ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme, mais l'homme qui appartient à la terre, alors peut-être que cela signifie que notre civilisation contemporaine n'est pas digne de survivre. Merci beaucoup, cher Éric Orsena.